Madame, Monsieur, merci de nous accorder de votre attention. On vous souhaite encore une bonne année. Votre magazine reçoit pour vous aujourd'hui Jonas Tchombela de la Nouvelle Société Civile. Bonne année. Bonne année, John. Bonne année à tous ces milliers de compatriotes qui vont nous suivre. Voilà, vous êtes à la tête d'une plateforme dénommée Nouvelle Société Civile. En fait, vous avez été aussi, à votre manière, impliqué dans des processus électoraux. Nous allons en parler avec vous pour faire la rétrospective et la prospective. Nous allons aussi voir avec vous qu'est-ce qui peut être l'agenda du nouveau président de la République, en fait du président de la République réélu, parce que cette émission, nous la tournons au lendemain de la confirmation par la Cour constitutionnelle de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Alors, dites-nous d'abord, comment est-ce que vous avez fait votre déploiement à la faveur des élections du 20 décembre 2023? Je crois que ces élections au niveau de la nouvelle société civile congolaise, mon mandat va prendre fin bientôt, d'ailleurs, au mois de mars. Donc, je pourrai laisser les amis continuer le travail et je pourrai faire autre chose. Mais en attendant que le mois de mars arrive, nous avions déployé notre mission d'observation citoyenne sur l'ensemble du pays. Cette mission a travaillé dans presque toutes les 26 provinces. Nous avions près de 25 000 citoyens. C'est pour la première fois que le Congolais observe les élections sans avoir les moyens financiers. C'est comme ça qu'on l'a appelé la mission d'observation citoyenne. Donc, ils se sont déployés par l'amour de leur pays et ce qui nous ont remonté comme résultat, les élections ont bel et bien eu lieu à la date qui était prévue. Mais ces élections n'ont pas eu lieu telles qu'on le souhaitait. Il y avait plusieurs défis qui devaient être relevés par la centrale électorale qui a eu des incidences les jours des élections. Donc, nos observateurs nous ont indiqué que sur terrain, ils ont vu que certains bureaux ont été ouverts en retard, certains bureaux ont eu de matériel un jour après, d'autres bureaux ont été ouverts autour de 17 h, l'heure qui était prévue pour la fermeture. Cela est lié au problème que je venais d'évoquer, le problème logistique. Donc, la CENI n'a pas pu déployer ce matériel à temps réel et à l'endroit qu'il fallait. Ce défi-là faisait défaut à la CENI, ça n'a pas marché. Mais le jour des élections, beaucoup de choses ont été remarquées et ont été reprises parmi certaines missions serres qui ont travaillé avec nous. Les cas, par exemple, d'ouverture en retard, ça a été remarqué par tous. Les gens ont eu à avoir illégalement, à posséder ou avoir illégalement les dispositifs électroniques de vote, ce qu'on appelle le DEF. Ils ont eu ça sans en avoir un mandat ni qualité et opérer seul en complicité avec certains agents de la CENI. Parce qu'il faut le dire aussi, certains agents de la CENI qui trompait la vigilance de la communauté, que la machine est en panne, on est allé réparer, et quand on va là-bas, c'est le monsieur qui a corrompu ou qui était dans l'opération. Heureusement que les Congolais ont été vigilants et que c'est ici que nous devons saluer le travail qui a été fait par la CENI au-delà des défis qu'elle n'a pas pu relever, parce que les élections de 2006, 2011, 2018 et celles de 2023, la seule différence est que ce qui s'est pratiqué à ces élections passées-là, en 2023, c'est maintenant mi-année. Tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce que ce n'était pas plus ou moins prévisible? Je crois que c'était prévisible. Pourquoi? Parce que la CENI elle-même a eu à sortir le calendrier avec des contraintes. Ça suppose que dès le premier jour qu'ils sont entrés en fonction, en publiant le calendrier était assorti de contraintes. Est-ce que ces contraintes ont été prises au sérieux par les responsables? Parce que chaque contrainte, il y avait un répondant. Est-ce que chaque répondant avait joué son rôle?
C'est maintenant que nous devons commencer à évaluer pour dégager la responsabilité de ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, qui serait à la base de ce dérapage pour que plus jamais cela ne puisse se répéter. Donc, c'était prévisible. Et tout le monde le savait qu'il y a des soucis de finances, il y a des soucis sécuritaires, il y a des soucis liés au déploiement de matériel, d'acquisition de ce matériel, il y a des soucis sur la formation. Comment voulez-vous qu'on puisse laisser, par exemple, la manipulation des opérations de vote dans les mains des temporaires qui apparemment, au regard de ces irrégularités observées, que ces temporaires n'étaient pas bien formés et qui n'avaient pas l'essence d'éthique reconnue à l'agent électoral. Donc, il faudra qu'on en tire les leçons aux prochaines élections. Comment on va recruter cet agent temporaire? Quel est le critère qu'il faut? On a pris tout le monde. Quelqu'un qu'on paye 35 $, par exemple, face à 1000 $, vous voyez qu'il sera faible. Comment faire pour que cet homme ne tombe pas dans le piège de ceux qui le tentent? Mais comment voulez-vous aussi que des grands professeurs, des grands ministres, des hommes d'État puissent sombrer aussi de cette manière? Quelles leçons ils ont passées? Je crois que c'est ici que la justice a un défi à relever pour que la lutte contre l'impunité démarre dès maintenant, pour que les prochaines élections, on ne puisse plus subir les aventures qu'on a connues actuellement. Maintenant, ça tire dans tous les sens. Tout le monde est innocent, mais nos yeux sont rivés vers la justice. Mais est-ce que, bon, pour ne pas enfoncer le clou, est-ce que ces dysfonctionnements n'étaient-ils pas prévus pour en tirer gain de cause aussi? Ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui est une opinion sur des fonds. Mais qui a intérêt de faire basculer le pays dans le chaos pour le gérer alors comment? Ouais, déjà, si nous partons sur base de cette hypothèse-là, donc on ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse réfléchir à mal de son pays qu'il tente de gouverner. Parce qu'il y a un chaos, il ne sera jamais. Donc je ne pense pas que cette hypothèse puisse tenir longtemps, parce que ce qui est arrivé là a tenté de créer un chaos, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et même les agents de la heureusement. Heureusement ou malheureusement, disons-les, les agents même de la CENI, qui sont des permanents, certains ne connaissent pas la loi électorale. Moi je prends un cas concret, plus près de nous, c'est en Célé, le chef d'antenne de la CENI. L'article 80 des mesures d'application de la loi électorale dit ceci: lorsqu'un candidat n'a pas eu le PV dans les bureaux de vote, il a une autre possibilité de faire une simple demande à l'antenne et l'antenne le lui donne. Beaucoup de candidats ne savaient pas tout ça. Et l'agent de la CENI, le chef de ce dont je fais allusion, mais je vous dis ma foi, il dit que ça n'existe pas. C'est noir sur blanc dans la loi. Ça n'existe pas. Il a chassé les gens. Il ne les recevait même pas. Vous voyez déjà. Ça, est-ce que c'est méditer ça? Ce type de comportement, l'éthique. Donc, il y a aussi ce travail. Je crois que M. Kadima a l'avantage d'avoir mis à nu certaines choses qui ont existé et qui faisaient dysfonctionner. Tout ce qu'on a décrit aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Non, effectivement. Ce n'est pas du nouveau. Mais ça fonctionnait et on avançait. Mais maintenant, cette fois-ci, on a dit non, on doit mettre à nu ça pour qu'on s'intéresse à cette question. On s'intéresse à cette question. N'oubliez pas aussi que beaucoup pensent qu'il y en a même qui sont restés aussi, qui ne sont pas punis. Mais ils pensent qu'en passant, on peut obtenir l'immunité parlementaire et fini, c'est fini. La loi, elle est claire encore là-dessus. Elle vous dit une fois là-bas, on peut vous invalider si on retrouve que vous avez commis des crimes incompatibles avec le mandat d'un député. Ça, c'est grave. Mais bon, aujourd'hui, il est peut-être aussi temps d'évoquer d'autres questions qui ont eu à miner ces processus déjà dès ses premiers pas. Notamment cette question de fichier électoral, des désignations du président de la CENI. C'était une vraie controverse.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces sujets? Parlons d'abord de la désignation du président de la CENI, qui est une opération complexe. Est-ce qu'il ne va pas falloir que cela puisse désormais respecter une loi bien claire? Moi j'ai effectué une mission d'études au Burkina Faso et à l'île Maurice également. Et c'était juste pour voir, avant les réformes qu'on est en train de faire, c'était pour voir comment ils fonctionnent avec leurs lois. Et quand chez nous, nous allons faire le travail, on puisse imaginer des choses qui peuvent être plus proches de la réalité. Et je vous donne l'exemple de Burkina Faso. Il y a 3 composantes dans la CENI burkinabé. Il y a 3 composantes. Il y a la société civile, il y a l'opposition, il y a la majorité. Et ils y vont à parité, j'allais dire. C'est-à-dire que l'opposition a 5, la majorité 5 et la société civile 5. La loi dit ceci: les 15 se mettent ensemble, désignent le président dans la société civile. Voyez ça. Le vice-président vient de la majorité, le rapporteur vient de l'opposition et le reste des membres, chacun a une province qu'il dirige. Ça, c'est la loi. Lorsque les 15 se rencontrent, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes rentrés au pays, il y a eu des journées, des réformes qui ont été organisées par la société civile. On a sorti même tout un document là-dessus, des plaidoyers, pour dire aux autorités politiques que nous pouvons changer le système. Chez nous, il y a une sorte de volonté politique de diviser pour régner. Le président de la CENI doit venir de la société civile, particulièrement de confessions religieuses. Ces confessions qui ont oublié tout de suite la Bible, qui sont souvenus de la Constitution, se sont divisés comme les politiciens. Donc la désignation devenait déjà un autre problème. La loi de la majorité et la loi de la compétence, les 2 lois se sont affrontées, ce qui nous a amené à ce problème de désignation. Il n'y a pas une église nommée comme ça qui doit désigner, mais on dit de confession religieuse. Et dans les confessions religieuses, il y en a 8. Et souvent, 2 se retrouvent dans un camp et 6 dans un autre. D'autres estiment que c'est eux qui connaissent, d'autres disent que nous aussi on n'a pas, on doit prendre le recevoir. Nous avons vu nous-mêmes le ping-pong. Déjà c'est un problème. Mais il n'y avait pas une volonté politique de résoudre cette question de façon techniquement organisée. On met les gens en compétition, on les soumet à des tests et puis on désigne. C'était déjà un problème. La loi elle-même, elle est une loi très dangereuse. Il y a une pesanteur politique, la loi organique qui organise la commission électorale. Vous voyez, on donne à la société civile 5 personnes, dont une personne est président et les 4 autres sont des figurants dans des petites commissions dans la plénière. La majorité prend la vice-présidence, le rapporteur, ils prennent le questeur, tout est pris par les politiques. Mais c'est les mêmes politiques qui vont organiser les élections. Mais vous savez aussi que dans les pays, j'allais dire normaux, il n'y a pas de commission nationale et électorale indépendante. Les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur la plupart du temps. Mais pourtant, déjà si une commission électorale de ce type-là, on ne l'accepte pas. Vous pensez que si M. Peter Kassadi organisait les élections, ils vont accepter au Congo? Ils vont dire non, Peter est fait pour son parti. Tout à fait. Il y a une crise de confiance dans notre société. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution? Parce que, comme vous venez de le dire, il ne faut pas qu'on attende 3 ans ou 4 ans pour préparer les prochaines élections. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ces problèmes de président de la CENI, ce qui semble être un enjeu terrible dans la reconnaissance même de la transparence et de la bonne marche du processus électoral? Le drame, c'est qu'au Congo, l'unanimité ne fonctionnera jamais. Mais aussi, les évidences seront toujours remises en question au Congo. Et il faut revenir à ce philosophe Jean-Paul Sartre. Le mal, c'est dans l'autre. On ne voit pas le mal chez soi. Moi, je suis le meilleur.
mais l'autre est mauvais. Et quand je suis là, l'autre pense la même chose. Donc le Congolais ne sait pas reconnaître le mérite des autres Congolais. C'est très grave. Je prends un cas. Moi, je viens du comité laïque de coordination, le CLC. Qui en parle aujourd'hui? Ces 8 hommes, ces 8 compatriotes qui se sont érigés à un moment donné de l'histoire pour dire que non à la révision de la Constitution, non au 3e mandat. Nous allons dire qu'ils ont aussi contribué à l'alternance que nous voulons vivre maintenant éternellement au Congo. Mais ces hommes, ils sont vivants. Qu'ils les reconnaissent même un petit diplôme. On attend la mort pour évoquer le meilleur de ces hommes. Ça, c'est dangereux au Congo. C'est pour cette raison que les élections, nous devons les organiser de telle manière qu'on puisse minimiser les dégâts que cela peut générer. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Comme vous le dites très bien, c'est aujourd'hui. Mais on va attendre. Là, nous parlons aujourd'hui, c'est au lendemain de la validation définitive du mandat du président Tshisekedi pour les 5 prochaines années. C'est au lendemain. Donc c'est un défi pour lui, le premier défi. La réforme du système électoral congolais pour l'adapter à l'environnement congolais. D'accord. Alors, de ce point de vue, j'aimerais quand même que vous puissiez me dire un mot sur les fichiers électoraux. Vous savez, ces fameux fichiers sur lesquels il y a eu tant de salive et d'encre et qui, jusqu'à ce jour, n'a pas fini de mettre les acteurs qui participaient au processus d'accord. Mais je crois que, vous savez, nous aussi, Africains, bon, actuellement, ils sont encore en train de faire les études de droit. C'est peut-être des choses que je ne sais pas aller en profondeur à ce moment. Mais, vous savez, nous, les Africains, il y a encore beaucoup de choses dans nos têtes qu'il faut enlever. Croire que ce que l'homme blanc dit, c'est ce qui est vrai. Voyez ça. Dans la loi électorale, dans la Constitution, nulle part on parle de l'audit du fichier électoral. Nulle part. Ce n'est même pas une exigence pour la CENI. Elle peut ne pas le faire, rien ne lui arrivera. N'empêche que dans l'opposition, on voulait savoir effectivement combien d'électeurs sont répertoriés. Quelle est la base légale de la demande? Tout le problème, c'est celui-là. Le problème, c'est ça fait partie des bonnes pratiques électorales, les bonnes pratiques qui contribuent à la transparence du processus. C'est comme ça qu'on a intégré le système d'audit du fichier électoral. Mais c'est une pratique qui n'est pas légalisée, qui n'est pas dans la loi. Quand on organise les élections aux États-Unis, est-ce qu'on va auditer les fichiers? Quand on organise les élections en France, qu'on audite les fichiers, c'est parce que j'ai évoqué un problème, c'est de la crise de confiance. Parce qu'il y a certainement les fichiers de l'état civil qui permet de savoir quels sont les citoyens en âge de voter. Mais c'est toujours fait par des hommes. Oui, bien sûr. On pouvait le soupçonner aussi. Mais chez nous, on ne peut pas accepter. Ce qui est arrivé au Congo, c'est quoi? Ceux qui réclament l'audit du fichier n'ont même pas l'expertise d'aller auditer les fichiers électoraux. Qu'est-ce qu'ils demandent? Que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, vienne auditer les fichiers. Ce que le leadership de la CENI a demandé à l'OIF. Le calendrier a été publié il y a longtemps. Et le calendrier indiquait clairement que ça donnait à peu près 5 jours pour auditer les fichiers. L'OIF, qui est arrivé sur place, a constaté que 5 jours c'est peu, mais le calendrier était publié longtemps. Ceux qui réclament l'audit de ces fichiers-là étaient où pour déjà décrier, quand on publiait le calendrier, que le nombre de jours donnés pour l'audit du fichier était insuffisant. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Donc l'audit du fichier électoral, c'est une demande de bonne pratique qu'on demande à la CENI. Maintenant, est-ce qu'il est correct que cet audit, pour l'accepter, que soit fait seulement par l'OIF? Or, nous nous sommes retrouvés dans un cas encore précis. L'OIF est actuellement dirigé par une Rwandaise. Pays qui agresse la RDC. Fallait-il laisser les données stratégiques dans le main d'une telle institution
c'était une autre question. Il fallait tourner ailleurs. Est-ce que le Or, le temps qui nous restait... La Rwandaise fonctionnait comme Rwandaise ou comme secrétaire général de Mais elle est parmi les gens qui ont concocté pour agresser notre pays quand elle était ministre des Affaires étrangères. Mais pourquoi elle n'est même pas venue à Kinshasa? Parce qu'elle agit comme secrétaire général de l'OIF au jeu de la francophonie. Pourquoi elle n'est pas venue? Tu vois, ça lui a rattrapé. Il y a eu beaucoup de menaces déplacées. Le gouvernement congolais a mis tous les moyens pour qu'il vienne. Notre problème n'est pas là-bas. Revenons un peu au problème du fichier électoral. Notre fichier électoral aura toujours des problèmes. Pourquoi? Mais il y a des morts. Oui. Il y a des déplacés. Et c'est de façon permanente. Tant que la stabilité du pays, pour résoudre cette question, il faut recourir au fichier de l'état civil. Oui. Or, il y avait ONIP qui nous a dit que dans 6 mois, nous pouvons avoir des cartes. Qui parle au jeu d'ONIP aujourd'hui? Vous voyez, c'est là qu'il faut résoudre le problème. Il ne faut pas chercher des solutions précaires. Ce fichier-là, tel qu'il est là maintenant, là, il n'est plus bon. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de déplacés. Donc ce n'est plus un bon fichier en réalité. Il n'est plus bon après l'élection ou déjà avant aussi. C'est maintenant que nous devons aller au recensement de la population congolaise pour qu'on ait un fichier de l'état civil un peu fiable. Il est important qu'on fasse les recensements de toute la population. C'est maintenant. Mais souvent on pose cette question quand on veut amorcer la question des élections pour nous embrouiller. Voilà encore un deuxième défi pour le président Tshisekedi, le recensement de la population. D'accord. Alors, comment aujourd'hui mettre d'accord les acteurs politiques qui sont des parties prenantes au processus électoral? De tout le temps, dans ces pays, quand les élections sont organisées, il a été très difficile de les mettre d'accord. Et même si les dernières élections, pour certains, c'est simplement un passage en force de quelqu'un qui a l'impérium du pouvoir. Comme on dit en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Mais le président Kabila les a organisés, il les a perdus. C'est en Afrique. Le vrai problème, c'est quoi? Il faut qu'on se mette d'abord d'accord sur les fondamentaux, les règles du jeu. Si nous ne sommes pas déjà d'accord à ce niveau-là, la suite nous sera toujours désagréable. C'est ce qui nous arrive d'ailleurs. Nous ne sommes pas d'accord sur la loi qui organise comment on doit désigner les membres de la CENI, la loi organique. Nous ne sommes pas déjà d'accord sur la loi électorale. Comment voulez-vous alors que les résultats, nous soyons d'accord? Ici, il est question de dépassement de soi, de nous remettre tous en question. Opposition, majorité, société civile, mettons-nous d'accord sur les règles du jeu aujourd'hui. Et comment vont fonctionner ces règles du jeu. C'est le travail qu'il faut faire. Mais là aussi, pour y arriver, il faut qu'il y ait la volonté politique d'y parvenir. Et lorsqu'on observe, comment voulez-vous, nous sommes en 2011, on révise la Constitution de la République, nous quittons de 2 tours à un tour d'élection présidentielle. Nous arrivons en 2018, personne ne pense qu'on peut revenir à des tours. Nous arrivons en 2023, personne ne pense qu'il faut revenir à des tours. Vous voyez déjà, les règles du jeu sont au départ déjà très mal planifiées. Ça ne peut pas nous mettre ensemble. Alors, comment je vais discriminer 2 choses? La première chose, la majorité au pouvoir restera toujours à peu près homogène de tout le temps. Même des gouvernements qui vont venir, ce sera plus la même chose. C'est l'opposition qui a une contre-proposition pour le changement de la société. Cette opposition de tout le temps n'a jamais aussi été ensemble. Souvent, ils sont ensemble quand il y a des conflits, des conséquences, des décisions mal prises en amont. Les amis se retrouvent à Pretoria pour le cas des élections en cours pour trouver candidat unique de l'opposition. Vous savez les résultats. Oui. Les amis se retrouvent en Suisse pour la candidature unique de l'opposition. Vous connaissez les résultats. Donc,
nous sommes là pris dans l'engrenage, j'allais même dire que le peuple congolais pris en otage par sa classe politique, qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Maintenant, ils vont en ordre dispersé, chacun aille ce qu'il aille, ils veulent s'unir à l'échec. Et c'est réaliste ça. Donc l'unanimité en démocratie est impossible. L'opposition devrait aussi se mettre au travail dès à présent. Se remettre. Moi je pense que je suis même en train de les interpeller. Lorsqu'on observe l'attitude de l'opposition en 2005, on va à Sun City, on va désigner, nous avons un système de 1+4. Quand il était question de désigner un membre de l'opposition pour être l'un des vice-présidents, vous connaissez l'histoire. De fait de reste-mémoire Etienne Tshisekedi et de fait de reste-mémoire le professeur Arthur Zadingoma, l'opposition. Quand vous arrivez en 2011, pareil, l'opposition n'arrive pas à avoir une candidature. En 2018, même chose. 2023, même chose. Est-ce que les états généraux de l'opposition ne sont-ils pas nécessaires maintenant? Est-ce que la majorité au pouvoir laissera l'opposition? Il y a même la loi sur les partis politiques qui donne un statut spécial au chef de file de l'opposition. Plusieurs années, on n'a jamais eu le chef de file de l'opposition. Il y a même un budget qui est prévu de 2 millions de dollars pour que l'opposition fonctionne. Qui a été de nouveau voté. Et on ne dit pas comment on gère ce montant. Vous voyez ça? Donc, alors, comment voulez-vous qu'on puisse parler de l'alternance avec une stratégie d'aller en ordre dispersé? Ça ne paye pas. Tout le monde veut être président de la République. Il y a même des gens qui ont de l'obsession. Je connais un membre du gouvernement que j'ai rencontré un jour, parlant d'un candidat, parce qu'il ne sait pas y faire beaucoup de noms de candidats. Parlant d'un candidat, lui, il me dit, lui a l'obsession d'être président de la République. Il ne peut pas changer. À partir de ce moment-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui, modestement, accepte que l'autre soit devant, même demain, nous aurons le même résultat, parce que nous avons le même comportement. Alors, il s'est posé aussi un problème qui était prévisible dans l'organisation de ces élections, un sérieux problème des finances, et on a évoqué aussi un problème des timings. Mais jusqu'à ce jour, je me demande si la CENI a seulement pu solder ses comptes, parce que pas plus longtemps qu'il y a une semaine, on a entendu des agents de la CENI sommer la CENI de pouvoir les désintéresser, faute de quoi ils vont recourir à d'autres moyens. Ah ben, vous savez, la CENI a une autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, qui doit contrôler les comptes de la CENI. Si on était vraiment dans un pays réellement sérieux, on organiserait l'audit de la CENI. Comment elle a pu gérer le peu de moyens mis à sa disposition. Ça nous permettrait aussi de tirer des leçons. Ça leur permettrait aussi d'améliorer leur travail. Parce que l'audit n'a pas que la mission de détecter ce qui est mal fait, mais là aussi mission de donner des leçons, comment améliorer la gestion de la chose. Et c'est cette manière qu'on peut avancer. Vous avez vu qu'il y avait un débat sur le budget de la CENI. Elle-même, la CENI, criait à un moment donné que nous n'avons pas de fonds. Voyez. Quand tout fonctionne dans un système presque opaque, il est difficile que les choses soient aussi, ou que la population participe pour que ça s'améliore. Donc, je ne serais pas surpris que ces agents qui ont favorisé le détournement des machines à voter, qui ont favorisé la tricherie, la corruption que nous décrions aujourd'hui, demain, ils se mettent sur la place publique qu'on ne nous a pas payé. Je ne serais pas surpris. Ils se sont payés. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a organisé les élections à la présidentielle, les législatives et puis la désignation de l'élection des conseillers communaux. Mais ce n'est pas tout. Et visiblement, la CENI a aussi prise des cours parce qu'elle a dû décaler les prochaines dates. Est-ce qu'on risque de se retrouver
avec des gouverneurs qui vont remplir des mandats, peut-être pas renouveler l'Assemblée Sénat, ainsi de suite, comme c'est déjà arrivé. Ben, je crois que c'est une conséquence, non? Gouverner, c'est prévoir. Quand on vous dit qu'il faut qu'on ait de l'argent, il faut qu'on ait de la logistique, il faut que les choses se passent bien, les gens font semblant. Ça nous rattrape. Ça a un coût sur la suite des processus. Il y a des gouverneurs qui auront des jours de plus, des bonus comme ils les adorent. Il y a des gouverneurs qui auront des bonus. J'ai entendu un bourgmestre d'une commune ici crier, il ne faut pas croire que l'État ne fonctionne pas, parce que les gens chez lui commencent à ne pas venir, ils veulent que les conseillers communaux viennent très vite pour qu'on puisse élire un nouveau bourgmestre. Alors, dans des conditions comme ça, il faut prendre des mesures exceptionnelles pour protéger la gouvernance de la République. Donc, moi je ne suis pas surpris, c'est une conséquence, parce qu'on va publier les résultats en retard, on va lire d'autres personnalités en retard, mais ce qui a été frappé comme coup contre les 82, je crois que ça aura aussi des conséquences sur l'élection de gouverneurs et de sénateurs. La corruption fonctionne aussi là-bas. Les dernières élections, nous le savons comment ça fonctionne. Les députés provinciaux, la corruption fonctionne là-bas. Je crois que cette fois-ci, il y aura quand même une dose de la paire. Une voix d'un député provincial valait entre 15 et 40 000 $. Je connais même un acteur politique qui m'a appelé un jour, lorsqu'il y avait des élections sénatoriales, quelque part, qui disait, mais ici, ce n'est pas facile de passer. En fait, il se plaignait, quoi. Les députés, si vous n'avez pas l'argent, ils ne vont pas vous voter. Mais l'éthique, la morale, elle est où? Elle est où? Elle est où? L'éthique politique et la morale politique, elle est où? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Nous remettre... C'est pourquoi ceux qui parlent de renouvellement de la classe politique, il faut y réfléchir longtemps. Mais cette éthique doit provenir de qui? Parce que... Mais ceux qui sont modernes, quand ils vont prendre des machines à voter... Nous allons être tous malades. Mais je vous dis... Comme les animaux malades de la peste. La corruption en RDC, c'est comme un sport national. Tout le monde s'illustre à cela. Ça a plusieurs noms. Motivation, Cagnac, Motalikasu. Ça, c'est en RDC. Et c'est au vu et su de tous. Allez dans le carrefour ici, quand vous circulez, vous voyez ce qui se passe. Allez voir, vous voyez ce qui se passe. La leçon, ou bien le modèle, on vient de... Ceux qui doivent donner le modèle, si eux-mêmes sont déjà trempés. Mais ce qui vient après, c'est quoi? C'est suivre le modèle d'être, vous êtes trempé. C'est comme ça qu'on nous dit qu'il a été ministre à Bimazana Lokomokote, parce que les gens estiment qu'être ministre, c'est devenir riche. Être député, c'est obtenir beaucoup d'argent, savoir des véhicules, savoir des facilités de l'État. Pourtant, c'est un service qu'on doit rendre à la nation. Donc, moi, je pense que le président Tshisekedi, comme c'est lui maintenant qui est définitivement... Oui, justement, nous sommes aussi en train de plein pied dans les défis qu'il doit relever. Le président Tshisekedi doit travailler sur la question de la lutte contre la corruption et l'impunité et la moralisation de la vie publique. Il doit beaucoup travailler. Peut-être qu'il n'a pas des hommes. Comment peut-il... Oui, justement, parce que la question des hommes se pose. Vous vous rendez compte que, ironie du sort, il y a une institution qui devrait veiller à la lutte contre la corruption et dont l'animateur a été convaincu de corruption. Mais comment, c'est le modèle que vous cherchez. Comment on peut y arriver dans ces conditions-là? Les hommes intègres existent encore au Congo. Le problème, c'est quoi? Nos dirigeants veulent le flatteur. Les gens qui le bercent dans le sens de poil. C'est ceux-là. Les hommes intègres existent au pays, qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, qui peuvent donner beaucoup de choses. Paix à son âme, Boboliko, le Conga. Un jour, je suis dans une conférence, encore une fois, paix à son âme, Floribert Chebeya, au collège Boboto. Je devais intervenir et le vieux là, il devait aussi intervenir. Mais il nous dit ceci, avec sa petite expérience de syndicaliste, d'homme politique, il est mourant.
il ne pense pas que le développement de ce Congo viendra de l'homme politique. Ah oui. Il dit que le développement de ce pays viendra de ces hommes et de femmes qui parfois travaillent sans attendre le salaire. J'espère que vous ne parlez pas de la société civile parce qu'elle est aussi politisée aujourd'hui. Le problème est qu'ils attendent le salaire. Je ne suis même pas en train de parler de la société civile. Je parle des hommes et des femmes qui travaillent, qui n'attendent pas le salaire. Ils existent dans ce pays, qui rendent des services énormes, mais qui n'attendent pas, qui ne travaillent pas pour vraiment obtenir le salaire. Ils existent dans ce pays. Ça, c'est pour l'amour de leur pays. Ça, c'est Bobolico. Je vous disais tout à l'heure, nous avons observé ces élections sans avoir le moyen. Et nous produisons les rapports sur base de nos cotisations. Vous voyez ça? Mais nous le faisons pour attendre quel salaire de qui? Le leadership de ce pays doit travailler pour dénicher ces hommes et ces femmes. Pas seulement ses amis, pas seulement ses connaissances du parti, pas seulement ceci ou cela, mais des compétences pour répondre aux défis qui nous attendent. Mais est-ce que vous ne savez pas que le système est verrouillé? C'est-à-dire que c'est la majorité au pouvoir qui va devoir désigner les restes des animateurs jusque de toutes les institutions. Donc du coup, quand vous n'êtes pas dedans, eh bien, n'attendez pas quelque chose. Et ceux qui sont dedans estiment qu'il est légitime qu'eux puissent bénéficier ou consommer leur pouvoir. Mais c'est ça l'erreur. C'est ça, mais ça existe déjà depuis un bon bout de temps. Oui, oui, je vous conseille. Et vouloir changer peut même mettre celui qui veut faire ça en porte-à-faux avec les autres. Je vous concède totalement cette appréciation et je la partage également. Pourquoi? Dans ce pays, pour aider son pays, il faut être dans un parti politique. Et le choix des compétences ne s'opère que dans les partis politique. Pourtant, la communauté, s'il y a des paysannes qui ont de la compétence dans la matière, il y a des gens de l'église, il y a beaucoup de catégories de compatriotes, des scientifiques même, qui ne sont pas dans le parti politique, mais qui peuvent être mis à profit pour améliorer la situation du pays. Malheureusement, le critère, le premier, c'est le militantisme. Moi, je connais des bourgmestres. Et le militantisme ne fait pas de place à la compétence la plupart du temps. C'est cela le problème. C'est le problème. Si tout le monde doit aller dans le parti politique, alors c'est fini. Les autres partis, les autres secteurs de la vie nationale n'auront pas des animateurs. Or, le meilleur dirigeant, pour le compte de son parti, s'il n'a pas la compétence, le mieux à faire, c'est d'aller chercher là la compétence et la mettre au profit de son parti pour que ça avance. Or, le critère, le meilleur qui est connu, c'est le militantisme. C'est la flatterie. C'est la camaraderie. C'est tout ça. C'est sa famille. C'est son clan. Vous n'avez qu'à voir les suppléants de beaucoup de candidats. C'est leurs femmes. Ça montre déjà l'état des dames. Quand il est là, c'est pour sa famille. Même si au nom du peuple qui souffre, on parle, mais en réalité on parle pour sa propre famille. C'est la honte pour notre pays et pour d'autres pays africains. Si chacun doit commencer à venir parler de sa famille et le reste des familles, si tous les politiciens doivent être issus seulement des pères, des mères, consorts, alors qu'il y a d'autres compatriotes qui peuvent aussi jouer le même rôle que nous-mêmes pour la nation. Quand vous chassez au Congo-Brazzaville, en Angola, je ne sais pas dans n'importe quel pays, on ne chasse pas un Moulouba, on ne chasse pas un Moukongo, on chasse un Congolais. Et au nom de cela, pourquoi nous ne pouvons pas nous dépasser de nos tribus, de nos clans, commencer à réfléchir nation? Les jours où nous allons commencer à réfléchir nation, c'est le premier jour de départ de notre développement. Tant que nous serons dans les sphères des miens, alors que les autres sont aussi les tiens, nous n'allons pas développer ce pays. Est-ce que, comme disent certains, le Congo n'a pas de chance? Je crois qu'un ami célèbre dit tout le temps cela, le Congo a la chance parce qu'il y a encore de bonne volonté dans ce pays. Parce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui croient que le Congo un jour va se relever. Donc ces gens-là existent, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de ceux qui arrivent. Demain, ça sera les autres. Mais nous aurons un jour à tomber sur une connexion
qui va répondre à toutes ces préoccupations d'aujourd'hui. Ça peut aller. Tout ne se résout pas en un jour. Ça peut aller. C'est pourquoi j'ai accepté de venir à cette émission sur base des thèmes que vous avez proposés. Moi, je ne me projette pas pour être alarmiste si ce qui est arrivé ou qui va venir. Je suis en train de regarder l'avenir. Parce que ce qui est arrivé hier est déjà arrivé. Il n'y a même pas moyen de revenir là-dessus. Mais il y a moyen de voir ce qui peut arriver devant. Et qu'est-ce que nous pouvons avoir comme attitude pour changer les choses. C'est ça qu'il faut compter. Donc, pour le moment, la RDC a toujours sa chance et il y a un problème de travail sur l'homme. Comme le disait le professeur Zaïdi Ngoma, l'investissement dans l'homme doit se poursuivre et sur le plan moral et éthique. Je vous remercie, Jonas Tchombela. C'est moi qui vous dis merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. À très bientôt sur votre chaîne.